Bonjour à vous, docteur. Bonjour, Docteur, bonjour. Bienvenue. Alors, le pain, c'est l'un des aliments qui nous réunit dans le monde entier. On sait que dans quel que soit le pays où nous sommes, il y a toujours du pain. Ça, c'est déjà un facteur de rassemblement, un facteur d'universalité. Alors, on va revenir sur ces valeurs thérapeutiques. Le pain, c'est quoi? Le pain est le produit de la panification. C'est un produit alimentaire que nous trouvons sur le marché qui est fait à partir de la farine, des levures, de l'huile et un peu de sel. Voilà, c'est le produit du pain. Alors, c'est sûr que sur nos différents marchés et dans les boulangeries, on voit plusieurs variantes de pain. Parlez-nous de quelques types de pain qu'on a ici. Effectivement, il existe plusieurs types de pain. Plusieurs types de pain. Mais ces différents types de pain diffèrent des uns des autres à partir de leur composition. Voilà, à partir de leur composition. Ici, on a du pain, la baguette que nous avons. On a du pain complet, du pain de sang, du pain sans sel. Bon. Donc aujourd'hui, on peut fabriquer du pain tradi, du pain sans levain, du pain de gluten. mie, etc. Voilà, oui. sans gluten. Donc tous ces types de pain existent, mais ils varient selon les uns, selon les autres, en fonction souvent de la farine qui a été utilisée pour les fabriquer. Alors ainsi, on peut dire par exemple, pour fabriquer le pain, la baguette, on utilise la farine type 65, c'est-à-dire que c'est la farine bien blanchie, voilà, qui a été blanchie. Donc, pour faire par exemple le pain complet, on utilise par exemple du pain T150. En fait, ces différents types de farine varient selon la manière d'être fabriquée. Par exemple, on peut dire que la farine T65, par exemple, la farine très blanchie, alors que les farines, par exemple, T110 contiennent un peu de fibres alimentaires. Donc, c'est en fonction du type de farine qu'on fabrique le pain. Pourquoi on mange le pain le matin? Pourquoi on a décidé comme ça de manger le pain tous les matins et pas le soir? Pourquoi, du prime abord, c'est le matin? Le pain peut se manger à tout moment de la journée. On peut manger depuis le pain le matin, midi comme le soir. Oui, mais le moment où ça se mange le plus au monde, c'est le matin. Ouais. Pourquoi? Comment on en est arrivé là? Dans l'imagerie collective, on se dit que c'est le matin, il faut avoir du pain. Bon, parce que d'abord, il faut dire que ça a été déjà fabriqué depuis le matin, ça a été déjà fabriqué. Donc, c'est l'aliment le plus facile à faire. Belle Mais il concordance. faut dire aussi que le pain... Le pain du matin. Voilà, le pain... Ça rime en plus. Vous voyez, le corps jeune, l'homme jeune depuis près de 8 heures du temps. Depuis, par exemple, 19h, 20h, vous avez mangé. Et que le matin, vous avez plus de 6 heures à 8 heures du temps que vous n'avez pas mangé. Donc, il y a un jeune qui est là, on manque de sucre dans le corps, alors que le pain est une excellente source de sucre. Le pain contient près de 45 à 50% de sucre. Donc, c'est un élément riche en sucre qui permet de couper un peu le jeûne que nous avons entamé et commencer une bonne journée. Donc, le pain est une excellente source de sucre. Donc, c'est pour cela qu'on le prend le matin. Ah, ok. D'accord. Voilà. Alors, docteur, on s'est appuyé sur le matin. Vous nous avez dit qu'on consomme le pain à tout moment. C'est vrai que normalement, on devrait avoir 3 repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Alors, pour ces 3 fréquences-là, quel type de pain consommer? On peut prendre le pain, les différents types de pain à tout moment. Mais ce que je conseille, c'est surtout de prendre du pain le matin. Du pain le matin et à midi, on peut avoir un repas normal, comme je l'ai toujours prôné. Puis le soir aussi, surtout consommer du pain le soir. Et quel type? Vous nous avez donné plusieurs variantes ici. Hein. Le matin, on prend quoi? Du pain de mie, du pain de son, du pain complet, et à midi, les différentes variantes. Alors aujourd'hui, la qualité du pain, avec la recherche que nous faisons, on se rend compte que la composition du pain influence beaucoup la santé. Donc, il y a certains pains, comme la baguette. Aujourd'hui, on détermine ce qu'on appelle l'index glycémique des aliments, c'est-à-dire que la vitesse à laquelle un aliment descend dans le sang. Donc, plus vous mangez du pain blanc, plus il descend vite, plus il expose à certaines maladies comme le cholestérol. Vous voyez un peu, voilà. Parce que quand on fait la recherche, on prend souvent le pain blanc comme le sucre de référence, parce qu'il descend vite. C'est pourquoi souvent je conseille à tous ceux qui m'écoutent de manger du pain avec quelque chose. De ne pas manger du pain simple. Mangeons du pain avec quelque chose. Comme le pain blanc descend vite dans le sang, que ça peut nous déposer induire une production de cholestérol, surtout pour nous les hommes et les femmes qui sont ménopausées.
comme ce pain blanc peut nous entraîner un dépôt de cholestérol, donc mangeons ce pain avec quelque chose, de sorte que cette chose-là puisse réduire un peu la vitesse à laquelle le pain descend dans le sang. Donc on a du pain blanc que nous pouvons manger avec des œufs ou bien du poisson ou bien du foie. On a du pain complet qui est déjà riche en fibres, qui a aussi un index glycémique aussi élevé, que nous pouvons manger aussi avec ces différents éléments. Mais souvent, nous commettons des erreurs. On se dit par exemple que comme le pain il est complet, donc on peut manger en quantité. Non. Considérons le taux de sucre du pain. On prend par exemple une baguette de pain qui fait près de 250 grammes, par exemple. Quelle baguette? La baguette normale voilà, que nous avons. Alors si par exemple vous prenez cette baguette-là, si on considère que le pain fait par exemple 45 à 50% de sucre, c'est-à-dire que si vous prenez ce type de pain, on peut se retrouver par exemple à manger, quand on prend un tiers de pain, on peut se retrouver à manger par exemple quelques 30 grammes de sucre qui équivaut à quelques 5 à 6 carreaux de sucre. Alors que si vous mangez tout un pain entier, alors vous voyez que vous faites rentrer ce matin une quantité importante de sucre. Donc, beaucoup de gens se trompent. Comme le pain, il est complet, je peux manger beaucoup. Non, c'est une erreur. Alors, le matin, limitons-nous à un tiers de pain. Pour les hommes et pour les femmes, peut-être un quart de pain. OK. Voilà. Alors là, c'est par rapport à la fréquence, matin, midi, soir, vous allez donner. Mais maintenant, qui mange le pain? Qui doit manger le pain? Et comment manger le pain? Et avec quoi manger le pain? Quel que soit l'âge. On peut manger du pain à tout moment. Maintenant, aujourd'hui, il y a des pains de mie qui n'ont pas de croûte qu'on donne, par exemple, aux personnes édentées ou bien des personnes âgées qui n'arrivent pas à bien mastiquer. Voilà, on peut manger du pain à tout moment. Par rapport à l'âge, je veux dire, est-ce que la même manière de manger le pain pour un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui doit aller à l'école, est cette même manière-là que quelqu'un de 45, 50 ans ou bien du troisième âge, un senior peut manger? Est-ce qu'il n'y a pas de spécificité? Apparemment, je ne trouve pas de grande différence. Parce que vous nous avez dit ici, je me souviens très bien, qu'à un certain âge, il ne faut pas trop manger de pain le soir. Vous avez dit ça ici. On peut manger du pain le soir, mais c'est en termes de quantité. En termes de quantité. Voilà. C'est-à-dire que considérons le taux de sucre du pain et le soir, limitons la consommation du pain. Vous voyez un peu. Alors, ceux qui, par exemple, vont manger une baguette ou bien des quantités importantes de pain, ils vont voir, par exemple, leur glycémie le matin s'élever. Ils diront, par exemple, j'ai mangé du pain. Mais on peut manger du pain puis manger du pain. Si vous mangez une quantité importante de pain, vous allez faire rentrer beaucoup de sucre. Vous voyez un peu. Donc, alors, on peut manger, les enfants comme les grandes personnes peuvent manger du pain à tout moment, mais c'est en termes de quantité. Voilà, en termes de quantité. Alors, docteur, on affectionne ici, sous nos cieux, des mets, des compositions de mets avec le pain, qu'on appelle communément le pain condiment, qui sont généralement consommés le matin. Donc, vous avez parlé de la nourriture, du pain sur toute la journée. On peut consommer ça le matin, manger le pain encore avec quelque chose d'autre à midi et encore du pain le soir, ça va? Ça ne gêne pratiquement pas. On peut manger du pain à tout moment. Maintenant, bon. La composition est vraiment composée. Voilà, c'est bien. On peut faire un repas complet. Un repas complet en considérant par exemple le pain comme la source de protéines et la source de sucre. Et puis le reste, on enrichit, on le garnit avec des protéines. Par exemple, du pain avec du poisson, du pain avec des œufs, du pain avec la viande ou bien du foie. Mais quand par exemple quelqu'un fait du pain avec la pomme de terre, le pain de la pomme de terre, vous voyez, c'est sucre dans sucre. Ce matin, le repas n'est pas... Voilà. En français, on dirait que c'est une tautologie. Voilà, vous voyez un peu du pain avec la pomme de terre, c'est uniquement que plus sucre. Pain avec spaghetti. Voilà, du pain spaghetti ou bien du pain avec la bouillie. parce que c'est des pâtes et des pâtes. Voilà, la farine. Voilà, c'est un peu ça. Ou bien du pain avec de la bouillie. Voilà, ce matin-là, vous voyez que ce matin, le repas n'est même pas équilibré. On a tous tendance à faire beaucoup plus de sucre. Pain avec la bouillie, pain avec et la pomme de terre, c'est sucre dans sucre. Alors, il y a des gens qui fabriquent eux-mêmes leur pain à domicile de plus en plus. Alors, quelle est la valeur du pain qui est bonne, où on peut y aller, on peut se donner à fond, quoi, parce qu'il y a moins de sucre? Quel est le pain sur le marché qui contient le moins de sucre possible? Les pains, généralement, ont tous un taux de sucre qui varie. Oui, le moins. Il y a toujours un qui n'est pas... Celui avec le sel? Oui. Non, le sel ne réduit pas. Ou bien il y a du sucre encore, il y a du sucre et du sel. Non, dans la fabrication du pain, on met du sucre, il y a de la farine de sucre, il y a le sel, il y a de l'huile, etc. Donc, quelle est la variété de pain qui est la moins sucrée ou la moins salée? Non, le sel, c'est celui qui fabrique qui met du pain, qui met du sel dans le pain. Donc, si on peut trouver du pain sans sel en boulangerie, voilà, ce pain contient moins de sel. Donc, c'est du pain sans sel qu'on trouve souvent en pharmacie. Au niveau du sucre, le taux de sucre varie autour de 45 à 50% de sucre. Donc le pain, vous voyez, alors aujourd'hui, on a plus tendance à conseiller des biscottes.
Donc, comparons maintenant le pain avec les biscottes. On dira par exemple que le pain fait 45 à 50% de sucre, alors que les biscottes font 72% de sucre. Ah oui? Oui. Donc c'est une erreur. Bon, je me demande pourquoi est-ce que beaucoup de gens conseillent les biscottes. Je me demande pourquoi. C'est du mimétisme parfois. Parce qu'on a vu ça, on voit ça en Occident, on voit ça, on veut faire genre. Sinon, franchement, ce que vous dites, plusieurs spécialistes s'accordent à le dire. Hein. D'abord, je condamne ça pour deux raisons. D'abord, le pain, les biscottes sont plus riches en sucre que le pain. Pendant que le pain fait 45% de sucre, les biscottes font près de 72% de sucre. Et en deux, lorsque je parlais tout à l'heure de la vitesse à laquelle le sucre descend dans le sang, les biscottes descendent plus vite dans le sang que le pain. Donc moi, je conseille plus à manger du pain que de faire des biscottes. Ou des biscottes sans sucre mais sans sel. Vous voyez que ça existe aussi. Oui, de même qu'il y a les pains sans sel, les biscottes sans sel. Mais toujours accompagné de quelque chose. Voilà. Ce quelque chose là, docteur, c'est quoi? Avec quoi il faut manger le pain le plus fréquemment possible? Moi, je pense qu'il faut manger du pain avec des protéines. Viande, poisson, foie, etc. Mais aujourd'hui, on fabrique souvent des pains de seigle, des pains de manioc. Le problème, c'est que souvent, c'est différent. Les pains de manioc, et souvent, c'est un peu difficile à manger, c'est un peu dur. Parce que la composition de la farine de manioc est différente de celle de... Donc, on essaie de faire un peu des petits mélanges. Mais il faudra que des études soient poussées pour savoir à quel taux on peut incorporer la farine de manioc pour ne pas avoir des pains qui vont entraîner des inconforts. En tout cas, très intéressant ce que vous nous dites là. Voilà. C'est sûr qu'on va poursuivre l'échange juste après la météo et le flash de Riscofi. Le temps pour nous dégrainer le long chapelet d'informations à voir par rapport au pain avec Dr Envo. Dr Envo, tout de suite, sans transition, il y a pain et pain. Il y a le pain fait ici avec le manioc. Est-ce que ça respecte déjà toutes les conditions normales de température et de pression, on va dire ça comme ça, au niveau de la santé? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des ajouts, il n'y a pas une teneur en sucre trop élevée par rapport au pain traditionnellement fait? Si on peut s'exprimer ainsi. Alors, le thème pain est le produit obtenu à partir du blé ou bien du seigle. C'est-à-dire que ce type d'amidon, l'amidon du blé ou bien celui du seigle, contient des protéines qu'on appelle les gliadines ou bien les gluténides, qui permettent de maintenir l'élasticité du pain. Ce qui fait que le pain, vous voyez un peu... Alors que l'amidon des autres céréales ou bien les autres tubercules ne contiennent pas ces protéines-là. Donc, il est un peu difficile de faire du pain avec ces différentes farines. Donc, mais si on doit faire du pain à partir du manioc, d'abord, il faut dire que lorsqu'on parle de pain de seigle, ce n'est pas la totalité de la farine qui est obtenue à partir du seigle. La totalité de la farine, quand on dit pain de seigle, ce n'est pas tout le pain, toute la quantité de la farine qui vient de seigle. Ça a été incorporé peut-être à 30% ou bien à 40% selon le taux, selon le fabricant. Donc la base même, c'est la farine de blé. C'est la base. Donc on peut incorporer. Donc de même qu'on peut avoir par exemple le pain de seigle, on peut imaginer le pain de manioc. Mais seulement, il faudra que ce type de pain soit obtenu à partir de plusieurs recherches. La recherche qui va et voit un peu une certaine synergie entre, par exemple, la qualité, donc c'est-à-dire que l'élasticité du pain, et le goût et la digestibilité du pain. Parce qu'il ne s'agit pas de fabriquer un pain pour le fabriquer, pour dire non, il est fabriqué, il reste de la composition. On peut certes avoir une certaine composition, mais est-ce que la digestibilité est bonne? Voilà. Est-ce que la digestibilité de ce pain, parce que souvent on peut fabriquer du pain de manioc, puis on le voit qu'il est très dur, très difficile à manger, il est constipant. Donc souvent, avant d'entamer ce type de production, il faudra qu'on puisse soumettre à la recherche. Nous sommes enseignants et nous sommes chercheurs. Donc on essaie de voir un peu les différents... On peut faire des recherches simplement, par exemple, voir un peu les différents taux d'incorporation du pain. On l'obtient et on va essayer de goûter. On le goûte, voir le goût et aussi voir la digestibilité. Parce que souvent, on se retrouve sur le marché avec des pains à partir de manioc ou bien des pains de banane. C'est très difficile à manger. Très difficile à manger et alors difficile au goût, mais surtout aussi au niveau de la digestion. Parce que quand le pain n'est pas, on ne peut pas digérer le pain, alors c'est très très difficile de s'adapter. Docteur, cas pratique, vous qui êtes très averti en matière de composition de différents éléments, on ne va pas décourager les entrepreneurs qui se lancent dans la fabrication de manioc. Quelle serait la bonne composition avec d'autres ingrédients? Je dis ce sont des résultats à partir de la recherche. Voilà, donc je pense que... Fabriquez-nous un pain. Non, on peut fabriquer du pain. Mettez-nous sur la voie, sur la piste. Peut-être que vous avez certainement, même pas peut-être, vous avez certainement de votre position de chercheur, de docteur, d'enseignant. Voilà, en tant que chercheur, là je prends la peau de chercheur. Ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut prendre par exemple du blé
100% blé. Donc, on fabrique le pain que nous avons, la baguette. Et on peut faire des pains de manioc avec des taux d'incorporation qui vont varier. C'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, une incorporation de farine de manioc à 5%, à 15%, à 20%, à 30%. Donc, c'est-à-dire qu'on a le pain, l'ordinaire lui-même, et on a des variantes selon le taux d'incorporation de la farine de manioc. Donc, le pain à 5%, le pain à 15%, le pain à 20%, à 25% et puis à 30%. Donc, c'est ça. Alors, on fabrique ces pains avec les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'un peu d'huile, un peu de levure, avec un peu de sel. On les fabrique normalement, on laisse fermenter. Alors, on va voir par exemple que déjà, on a une petite idée du fait qu'au fur et à mesure qu'on incorpore le manioc, alors on va voir que la texture, donc l'élasticité du pain va varier. Puisque nous, la texture d'abord, puisque par exemple, on se dit par exemple que ce sont des protéines contenues dans la farine de blé qui permettent de maintenir l'air au cours de la fermentation. Au fur et à mesure qu'on met du pain et de la farine de manioc, on va voir par exemple que ce pain-là sera plus dur que l'autre. Donc, mais on peut trouver juste un juste milieu et avec ces différents résultats qu'on a obtenus, alors on va se mettre à un panel de dégustation. C'est-à-dire qu'on peut prendre par exemple 25 étudiants, des goûteurs professionnels ou bien des goûteurs non avertis, qui vont donner leur point de vue sur ce type de pain. Alors ces goûteurs vont se dire par exemple, peut-être le pain incorporé à 15% de manioc nous donne un bon goût, c'est sur le goût. Maintenant, on va voir un peu, 1 jour, 2 jours de consommation du pain, comment a été, par exemple, quel est l'impact de ce type de pain sur la digestibilité. Est-ce que ce pain a été bien digéré, a été bien toléré? Vous voyez, c'est en fonction de tous ces résultats qu'on peut choisir. Le pain de manioc à 15% ou bien à 25% nous donne un bon résultat. Donc vous êtes en train de nous dire que jusque-là, ce n'est pas fait. Tout ce qui ça est fait, fait peur. c'est la chimie. Donc ça veut dire que tout ce qui est fait, le pain qu'on a sur le marché à base de manioc, on est content, on se dit que ça vient de chez nous, c'est local, il y a la proximité. Donc tout ce processus, ça n'existe pas? Il ne s'agit pas de faire une chose parce qu'il faut faire. Vous voyez un peu. Non, c'est parce que chez les Blancs font le pain de seigle, donc on peut fabriquer. Non. Voyons dans quelles conditions ça a été fait et pourquoi ça a été fait. La chose. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le pain de Hoche ou bien on ne fait pas le pain de etc. Non, pourquoi ça ne se fait pas? C'est selon la composition de la farine. Donc si on veut le faire, on peut voir dans quelles conditions est-ce qu'on peut fabriquer ce type de pain-là. Je suis d'accord avec vous, docteur. C'est que le pain, c'est un produit, c'est l'un des produits de plus grande consommation au monde. Et donc, qui dit grande consommation, dit naturellement l'argent et beaucoup d'enjeux. Voilà, alors, c'est là où c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, il y a des boulangeries vraiment à perte de vue. Tous les coins de rue. On voit des gens transporter le pain même sur des vélos. Ça c'est la qualité du pain. Voilà. La qualité du pain, d'abord, la qualité peut dépendre de la qualité du point de vue composition et la qualité du point de vue microbiologique. Parce que ce matin, même quand je venais, il y a vu des gens qui ont des pains. Les petits sacs à moto, même pas fermés, même avec la poussière, voilà. Et on sait quel type de couche on a traversé avant d'arriver sur le livreur. Les ordures, la poussière. Il y a ça, mais aussi il y a la composition même du pain. Aujourd'hui, on trouve des pains trop salés. Parce qu'il y a des proportions de sel et d'huile qu'on trouve dans le pain. Si par exemple, moi je dis souvent à mes patients, si vous allez chez un boulanger que vous payez du pain, si vous trouvez que le pain vous constipe, changez de boulanger. Changez de boulangerie. Parce que il y a des différents taux d'incorporation de la farine, de taux de farine, taux d'huile, taux de sel, taux de levain. Vous voyez un peu? Donc, mais si le fabricant de pain, en voulant économiser sur les intrants, réduit le taux d'huile, vous allez voir que ce pain sera constipant. Voilà. Vous trouvez, il y a des pains qui sont très durs, c'est très constipant. Donc, il y a les taux de sucre, taux de levure, taux d'huile, quantité d'eau et quantité d'huile à apporter. Donc, si le fabricant dans les intrants réduit le taux d'huile, vous allez voir que ce pain sera très constipant. Donc, je dis à mes patients, si vous mangez par exemple un pain dans une boulangerie plusieurs fois que vous trouvez qu'il vous constipe, changez de boulangerie. Et docteur, ce que vous êtes en train de nous dire là, ça nous interpelle, ça nous alerte. Ça veut dire que chacun y va de son bon vouloir. Il n'y a pas des normes précises pour la fabrication de pain pour tout le monde. Et il y a des normes. Il y a des normes, mais comme toujours, il y a toujours des brebis galeuses. Il y a des normes. Maintenant, il faudra que des contrôles soient faits régulièrement. Quelles normes? Les normes internationales de l'OMS, bien sûr, j'ai mis tel pourcentage de temps, les normes de la France, qui est un pays de pain, les normes de l'OMS, les normes de l'ONU, je ne sais pas quelles normes. Quand on dit pain, c'est-à-dire que le terme pain, si on doit fabriquer du pain, il y a des quantités données. Maintenant, si on veut changer de composition, alors on va changer, on ne va plus appeler ça pain. Il faut signaler. Voilà. La normalisation dit quoi? Un pain, c'est quoi? Quelles sont les quantités du pain? Puisqu'on est un ajout, voilà, c'est quoi? Il y a des quantités bien données
par exemple, l'huile, par exemple, 1,3 g de sucre d'huile, par exemple, pour 100 grammes. Voilà. Bon, normalement, on prend l'huile. Et le type d'huile, elle va varier selon... Écoutez, moi, je peux dire, par exemple, je fabrique mon pain à la maison. Si je vais prendre l'huile normale, je prends l'huile normale, c'est ce que je vais vendre. Mais si je vais fabriquer mon pain pour manger à la maison, je peux changer le pain. Je peux changer l'huile. Je prends l'huile de tournesol. Docteur, ce qu'on veut savoir, c'est que quand on dit pain, on met quoi et quoi et quoi? Le pain, c'est vrai que la France... C'est universel. C'est universel. Okay. Un pain, quand un pain, pour ceux qui nous regardent, pour les étudiants, pour ceux qui peuvent faire des exposés, on ne sait jamais, c'est toujours important. Un pain, c'est quoi? Quelle est la teneur? Il y a quoi et quoi dedans? OK. Alors, lorsqu'on prend un pain, le terme pain, P-A-I-N, quand on dit pain, ça contient de la farine, peut-être à 67%. Ça contient de l'eau à 76%, de la farine. Ça contient aussi de l'huile et puis du sel et des levains et des levures. C'est ça, c'est du pain. Ça, c'est le pain universel. Maintenant, si on peut apporter des variantes, par exemple, changer, apporter un peu de seigle pour réduire un peu le taux de blé, ce pain, c'est bien appelé pain de seigle. Sur le pain, voici sa composition. Lorsqu'on veut apporter quelque chose pour varier un peu, alors nous allons changer le nom du pain. C'est pourquoi on dirait le pain de manioc. Ou bien on peut trouver un autre pain. Pain mani, quelque chose comme ça. Voilà. Donc le pain a une composition universelle que l'on doit respecter. Maintenant, comme je dis tout à l'heure, il y a toujours des brebis galeuses dans Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est respecté? Normalement, ça doit être respecté. Bien sûr, il y a pas un forum, il y a un syndicat des fabricants du pain, des consommateurs, mais des fabricants du pain. Ils ont une association. Une association, c'est eux qui décident souvent le pain, le prix varie ou bien non. Je pense qu'il y a un président, il y a une association de fabricants de pain en Côte d'Ivoire. C'est des boulangers, si ça existe. Il y avait une contact avec eux, mais ça existe. Alors, il faudra que ces personnes-là puissent respecter les conditions. C'est pourquoi souvent on demande... Parce que ce n'est pas le cas en ce moment? Non, je n'ai pas de preuve que ce n'est pas le cas, comme je n'ai pas de preuve que c'est ça. Mais seulement, on entend. Souvent, on a fait des expériences à même peser le pain. Il y a des fois où les pains sont très petits. On ne sait pas si c'est par économie. Il y a des fois les pains sont très énormes, gros. Voilà, donc ça varie. C'est ce qu'on appelle par exemple la qualité. C'est ce qu'on appelle la qualité. C'est-à-dire que lorsque par exemple on fait quelque chose de qualité, on respecte les conditions de fabrication. Respectons la quantité de pain, le pâton, avant de passer au four, le pâton, quelle quantité de farine que nous prenons, on respecte bien les conditions. C'est pourquoi souvent on demande aux gens, faites des formations pour ce que vous prenez dans la restauration. Parce qu'on fait un peu comme une restauration. Bien sûr. Ce ne sont pas des gens qui sont qualifiés. C'est une restauration de masse même. Voilà. Ce ne sont pas des gens qui sont qualifiés. C'est trop déterminant, quoi. Parce que c'est ce qu'on mange le plus au monde aujourd'hui. C'est parmi les 5 aliments qu'on consomme le plus au monde. Moi, j'ai passé une fois dans une boulangerie, je ne sais pas dans quel quartier, mais j'ai vu les gens qui fabriquaient du pain. Bien sûr qu'on lave le pied, en mélangeant le pain, ils mâchent dans le pain. Pardon? Normalement, ils sont censés porter des... vous voyez, il y a le pétrin. Vous connaissez le pétrin? Oui, le pétrin. Le pétrin, ils mélangent. Oui, voilà. oui, Normalement, oui, c'est oui. le pétrin. Mais comme ils n'ont pas de pétrin, c'est eux qui mâchent dans le pain. Ils pétrissent le pain avec les pieds. Abidjan ici, ils mâchent dans le pain. Non, mais normalement, ils étaient censés et porter des sachets bien nettoyés. Et ils mâchaient dans le pain. Ça, c'est une nouvelle variété de pain. Mais il faudra que ces personnes qui mâchent dans le pain, est-ce qu'on a vu leurs tailles? Le pain de mâche. Ah oui, franchement, l'hygiène. Je vous assure que j'ai vu une chose qui m'a vraiment fait rire. Pain de pied. Ils étaient en train de fabriquer le pain et il y a eu un accident dehors. Le monsieur est sorti. Il est revenu avec le... Et chaque fois qu'il passe là, il appelle cette boulangerie la boulangerie des salles. J'appelle la boulangerie des salles. Quand il passe, il rit avec mes amis. Non, mais ne riez pas, docteur. Alertez aussi, interpellez, parce qu'il y a d'autres clients qui y vont. Quand il passe devant cette boulangerie, il appelle la boulangerie des salles. Oui, qui distribue de la saleté, et pourtant, cette malheureusement. boulangerie-là, vous allez vérifier, a eu son accréditation. Et continue d'exercer. Il faudra être soutenu même par des personnes même qui décident. C'est ça qui fait mal souvent aussi. Il faudra que les formations soient faites à l'endroit de ceux qui travaillent dans les boulangeries. Là, sur la qualité du point de vue composition, mais sur l'hygiène, parce que, il disait hier, j'ai ouvert un pain, il y a vu une fourmi à l'intérieur. Je vous le dis hier tôt le matin. Hier matin, il y a vu. J'ai ouvert un pain, il y a vu une boulangerie à l'intérieur, hier matin. Mais là, vous relevez le cas de, on va dire, des contrôles inopinés des institutions ou organismes en charge de cela. C'est pour ça qu'on insiste sur la formation. Il faut que les formations, parce que, je vous dis, lorsqu'on fait une restauration collective dans la boulangerie, on peut avoir un bon boulanger. Mais ceux qui travaillent avec le bon boulanger, est-ce qu'ils ont reçu une formation? Certes, le boulanger va donner des consignes,
Mais pour que les consignes soient normalement suivies, il faudra au moins que ces personnes aient quand même un niveau de connaissance. Ce que vous dites est tellement vrai, docteur, Voilà. que vous connaissez le poulet pané. On fait avec des fois tout La chapelure, tout ça. Le pain, là. Tellement le pain était de mauvaise qualité, le poulet pané avait un autre goût. Parce que ce n'est plus le pain d'avant. Dans les années 80, quand on était gamin, je suis gamin, mais je veux dire, le pain était de très très bonne qualité, croustillant comme celui de Paris, fabriqué avec les règles de l'art. Aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les papiers qu'on demande pour avoir une boulangerie. Oui. Tout le monde est boulanger. Parce qu'on se dit que vraiment là, ça marche, parce que forcément, les gens vont acheter du pain. Tout le monde est... Moi, je fais confiance aux autorités sanitaires, parce qu'au niveau de l'INPHP, les instances, l'INSP, je sais qu'il y a des spécialistes là-bas. Bien sûr, il y a des spécialistes qui font le contrôle. Mais comme je dis là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de contrôle pour sanctionner. Il faut plutôt œuvrer pour la qualité, c'est-à-dire qu'il faut former. Il faut la formation. La pédagogie. Voici comment ça marche. C'est-à-dire que normalement, on demande à chaque entreprise de payer les impôts. Et quand vous payez les impôts, vous avez droit à des formations. Je pense que les FDFP, normalement. Oui. Donc si ces boulangers, les entreprises payent leurs impôts, ils auront droit à des formations. Donc il y a les formateurs, nous sommes les formateurs. On peut arriver à une entreprise, dans une boulangerie, faire des thèmes sur l'hygiène, la sécurité, l'hygiène alimentaire. Le concours du meilleur pain qui va avoir le marché, par exemple, de la présidence, qui va avoir le marché, comme ça se fait à Paris, le marché, le meilleur pain de l'année, c'est monsieur qui va livrer aux à la présidence des institutions. De prestige. Donc tout ça, c'est la formation. Il faut que nous formons, vous voyez un peu, et comme je l'ai dit, même en restauration collective, où nous avons souvent un seul restaurateur ou bien un seul cuisinier professionnel, le reste, tous ceux qui ne peuvent pas à côté, tous ceux qui sont à côté n'ont pas de qualification. Un policier doit arrêter quelqu'un qui a une moto avec du pain en train de se balader. Un policier doit pouvoir l'arrêter. Mais si. Mais oui, c'est vrai, docteur. Mais ou bien, docteur, c'est pas possible. Parce que là, c'est en violation flagrante de l'hygiène là, c'est alimentaire. Oui, mais avant même d'arriver à l'INSP, c'est un relais. Voilà. Il faut saisir le pain qui est transporté à moto ou bien à vélo, aller l'examiner parce que c'est pas normal. Parce qu'il n'est plus conforme. Parce que ça traverse tellement de quartiers. Oui, on dit il y a le coronavirus, il y a des maladies, il y a des points finis. De sorte que peut-être qu'un jour on pourra relancer par exemple les contrôles microbiologiques sur chaque pain livré. Mais il le faut. Il le faut. Voilà, donc ça c'est les autorités. Vos rapports là, vous les apportez, est-ce qu'on les lit même? Quand vous faites vos rapports, quand les gens... Moi, il faudrait qu'on les reçoive ici. Les gens de l'INSP, je pense qu'ils font beaucoup de travail. Ils sont magnifiques. Moi, j'ai eu à discuter avec certains sous le couvert de l'anonymat. Ils font des rapports. Ils font des rapports, mais qu'est-ce que ça devient après? That is the question, comme disent nos amis anglo-saxons. Mais ça, la question, docteur Yapo, je te dis bonjour, on demande à l'INSP quels sont les rapports que tu fais, à qui tu donnes un rapport. Oui, et puis est-ce que c'est pris? Et puis les entreprises de normalisation, je sais qu'il y a Codinor, tout ça, ceux qui font, voilà. Non, les normes sont établies. Et c'est le contrôle derrière? Il y a le contrôle derrière. Et puis, il ne s'agit pas de faire contrôle chaque fois. Nous, on a attrapé celui-là, il ne respecte pas. Il faut de la pédagogie. La pédagogie, voilà. La formation, c'est très important, la formation. Il faut former. En Côte d'Ivoire, on se peut qu'on a 300 boulangeries, ou bien on a 500 000 boulangeries. Il faut faire des formations. Si ces boulangeries-là payent leurs taxes, normalement, le FDFP a accepté que ces fabricants de pain soient formés. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc, normalement, on dit, l'État fait bien. L'État fait bien en disant, par exemple, qu'il faut qu'on puisse assurer la formation continue. Donc, c'est le rôle du FDFP. Moi, je suis d'accord quand on dit que dans le pain de Côte d'Ivoire ou bien dans le pain de notre pays, il faut mettre du manioc parce que je suis d'accord. Mais ce que vous dites là, c'est très important. Il faut, on le met pas, on fait pas. C'est vrai, on est ivoirien. Il ne faut pas faire pour faire. Il faut faire ça en respectant les normes de la santé, les normes de qualité. Nutritionnelles. On ne met pas en place quelque chose comme ça du jour au lendemain. On fait la recherche, c'est après de la recherche qu'on dit, voici le bon pain de manioc. Voilà. C'est bon à consommer maintenant. Le bon pain de igname. C'est un peu ça. On ne le fait pas. C'est à partir de la recherche. C'est pourquoi souvent il faut soutenir la recherche. Il faut des fonds pour la recherche. Donc si par exemple, dans le monde de la planification, ils veulent qu'on rende ce type de recherche, alors ils sollicitent. Alors on vient faire des concours. On fait de la recherche sur les différents types de pain. On dit par exemple, aujourd'hui, on a un projet de fabrication de pain d'igname. Un exemple, pain d'igname. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? On va dire, par exemple, comme par exemple le pain et la farine d'igname est différente de la farine de blé. Si on veut faire par exemple le pain d'igname, voici quelques éléments, quelques protéines qu'il faut apporter pour faire ressembler un peu la farine d'igname à la farine de blé. Donc, voici comment est-ce qu'on va mener la recherche. Mais cette recherche, qui va la financer? C'est le monde de la planification, puisque c'est eux qui veulent mettre en place un nouveau pain de manioc. Vous voyez un peu? Donc, il faut soutenir la recherche. Aujourd'hui, on prend des thèmes de recherche pour les étudiants en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. On ne peut pas une recherche pour faire une recherche.
on oriente. Alors aujourd'hui, on veut fabriquer du pain de manioc. Aujourd'hui, on veut fabriquer le meilleur pain d'igname ou bien à partir des aliments locaux. Mais il faut soutenir cette recherche-là. Il faut lancer la recherche. Et la recherche a un coût. La recherche a un coût. Or, nous savons que le budget de la recherche dans notre pays, ça menuise de plus en plus. C'est ça aussi le souci. Pourtant, le corollaire, c'est la santé des populations, d'où l'économie. C'est vrai souvent qu'à l'université, on a des primes de recherche pour faire la recherche. Mais souvent, ce sont les laboratoires ou bien ce sont des entreprises qui aimeraient. Une entreprise est amenée à faire la recherche. Parce que ce sont les erreurs que nous commettons. Lorsqu'on a une entreprise que nous fabriquons des produits, on dit par exemple que non, mon produit il marche. Donc, mais alors qu'il faut la recherche. Une entreprise qui ne fait pas de la recherche est amenée à mourir. Il faut innover. C'est-à-dire que vous avez votre cabinet, vous fabriquez du pain. Le jour que l'autre va fabriquer du pain à partir de quelque chose, vous serez jaloux, vous allez prendre un médicament. Vous serez dépassé. Il ne s'agit pas de prendre des médicaments, non, il s'agit d'innover. Il faut innover. Je disais par exemple à une dame qui fait des restaurants, elle fait du riz, etc. Elle dit, mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il faut dire par exemple à tes clients, moi maintenant, je fais du repas sans sel. Je mets votre sel à côté. Elle a innové. Après de maintenant, je fais par exemple l'article rouge sans sel. Je mets un peu de sel à côté. Elle a innové. Depuis, elle m'a dit, docteur Ambo, mais depuis que je fais ça là, le nombre de ma clientèle augmente. C'est ça. Il faut innover. Tant que vous ne faites pas la recherche, vous allez voir par exemple que votre entreprise sera menée à mourir. Parce qu'on dirait non, c'est la routine, c'est la même chose. Alix a parlé de quelque chose de très important, oui. Les contrôles inopinés. Ça existe de moins en moins. On va dans un restaurant. Pas, les contrôles inopinés, ce n'est pas pour les impôts seulement. Mais non. Les impôts, là, c'est bien, c'est important, mais la santé des Ivoiriens, des Ivoiriennes aussi, c'est plus important que les impôts. Hein, parce qu'il faut être en vie pour vous donner les impôts. C'est clair, il faut avoir une certaine épée de Damoclès là qui... Il faut des contrôles inopinés. Il y a des boulangeries là. Heureusement que c'est sorti de votre bouche. Parce que si ça sortait de la bouche de Barcelone, on aurait dit oui, il a parlé mal encore. Non, il y a des boulangeries, franchement, dans des quartiers qui ne méritent pas le mot boulangerie, honnêtement. Mais les gens vont là, même le maire vient acheter son pain là. C'est clair. On a sur d'autres cieux l'appellation artisan boulanger. Oui. Ici, comment on apprend la formation? C'est un métier noble. Voilà, la boulangerie, c'est la planification, c'est un métier noble. Non, il existe depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. Oui. Vous dites le pain, tout le monde mange du pain. Et tout à l'heure, je disais qu'on peut manger du pain à tout moment. Le pain est très conseillé. Alors, il faut former ceux qui fabriquent le pain. Il ne s'agit pas de sanctionner. Certes, on peut arriver dans une boulangerie, faire un contrôle inopiné, voir un peu, non, vous ne fermez votre boulangerie parce que les conditions d'hygiène ne sont pas établies. Mais l'intention n'est pas de sanctionner. Parce que c'est d'améliorer. Voilà, il faut améliorer. Il faut la formation. La formation, à quoi vous dites là, le président Houphouët-Boigny, depuis les années 70, a inscrit en Côte d'Ivoire ici la formation des entreprises. Depuis des années 70. Donc ça veut dire que depuis cette année, lui, il avait déjà anticipé pour dire qu'on allait avoir besoin de la formation. La formation des formateurs, parce que c'est une perpétuelle évolution. Le savoir-faire faire. Donc effectivement, nous sommes formateurs. Voici le problème. Lorsque, par exemple, on arrive dans une entreprise, on dit, par exemple, on voici des projets de formation sur l'hygiène, sur la sécurité alimentaire, si, par exemple, tel contrôle, nous voulons faire. Mais pour que vous fassiez, il faudra que vous ayez déposé par exemple, votre projet de formation à FDFP. Mais pour que FDFP aussi puisse assurer votre formation, il faut que vous soyez dans les règles. Dans les règles, donc si vous ne payez pas les impôts sur un mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous ne pouvez pas prétendre à la formation. Voilà, voici d'où vient le blocage. Donc il faut payer les impôts. Il faut que les entreprises soient, je ne sais pas comment ça marche, mais il faut que les entreprises soient dans les normes pour pouvoir solliciter une formation. Donc, afin que chacun puisse avoir son pain quotidien. Donc, pain quotidien qui va nous faire du bien. Ça, c'est très important. On aurait tellement voulu parler encore de pain et surtout d'hygiène, tant que cela concerne la sécurité sanitaire des Ivoiriens.